Merci d'être avec nous pour cette table ronde dédiée à l'argent. Comment mieux parler d'argent et comment mieux aussi se sécuriser parce que c'est quand même un sujet qui est important. Parler d'argent, c'est parler de valeur. Parler d'argent, c'est parler de reconnaissance. Parler d'argent, c'est aussi parler de liberté. Alors, on a la chance aujourd'hui d'être accompagné de 3 femmes engagées professionnellement et pas que. Elles s'engagent aussi sur d'autres sujets. 3 regards, 3 expériences qui vont nous parler d'un sujet, le sujet de l'oseille. Donc bienvenue à la team Oseille et Power. On peut les applaudir quand même. Leïla, à toi de te présenter. Bonjour, merci Dalila pour cette introduction. Donc moi, je suis Leïla et je représente le groupe AXA. Khadija. Alors moi, je m'appelle Khadija et je suis élue à l'Ordre des experts comptables. Merci. Alors on va parler avant tout, dans un premier t et Laure, pardon, excuse-moi, c'est parce que je voulais te mettre en lien avec l'oseille. Vas-y Laure, je t'en prie. Donc moi, je suis Laure, je suis journaliste pour Vive Média. Voilà. Merci Laure. Alors, Laure a travaillé sur un baromètre, le baromètre Viva Voice, en partenariat avec la Bourse aux banques, avec Natixis Wealth MGT Management. C'est super sérieux quand même, hein, Oui. hein, Laure? Oui. Et donc, j'ai identifié 3 statistiques quand même, assez intéressantes et ensuite, je vais te laisser la parole. Pour 55 des Français, parler d'argent reste délicat. 39 des femmes associent l'argent à l'angoisse. C'est dire. Une femme sur 3 se sent à l'aise pour négocier son salaire ou demander une augmentation. Allez-y, vous pouvez vous asseoir. Alors Laure, qu'est-ce qui fait que l'argent est aussi tabou dans notre culture et dans nos modes de faire? Bah, il y a beaucoup de raisons qui font que l'argent est encore tabou. On en identifie 3 principales. Donc d'abord la culture judéo-chrétienne. Dans la religion catholique, enfin, l'argent c'est péché. Chez les protestants, c'est différent. Donc il y a déjà cette culture. Ensuite, il y a le manque d'éducation économique et financière globale, mais notamment aussi des femmes. Et ce qu'on connaît mal, on le craint. Donc on n'en parle pas. Ça reste sous le tapis. C'est tabou. Et puis il y a ce qu'on appelle un peu le syndrome, du percepteur, fiscal, la peur, du contrôle économique, du contrôle fiscal, où voilà, je gagne de l'argent, j'ai de l'argent et bien si, faut pas que j'en parle parce que je pourrais, avoir un contrôle. Donc il y a, voilà, il y a plusieurs éléments comme ça qui participent au tabou de l'argent. Donc si je comprends bien, en fait, il y a quand même des ancrages qui sont liés, en fait, à l'histoire, à la culture des religions qui ont fait que, ça a déclenché, en fait, des croyances limitantes liées à l'argent Tout à fait. et ces croyances limitantes, en fait, elles sont assez pénalisantes alors pour les femmes? Elles sont pénalisantes. En effet, le tabou, de l'argent pénalise davantage les hommes que les femmes, parce que du fait de ce manque d'éducation, économique et financière, elles ont moins confiance et ce manque de confiance se répercute typiquement, par exemple, dans, la peur, j'allais dire, de demander une augmentation de salaire ou même, à un entretien d'embauche, de négocier son salaire. Il y a seulement, c'est le chiffre que tu citais, il y a seulement un tiers des femmes, qui osent demander une augmentation de salaire. C'est le même chiffre pour un entretien d'embauche, alors qu'il y a 50 des hommes qui osent. Donc là, il y a un gap énorme. Et en effet, ce tabou va davantage pénaliser les femmes parce que dès lors qu'elles travaillent, qu'elles n'osent pas demander d'augmentation de salaire, et on sait déjà de base les différences énormes qu'il y a entre un salaire d'homme et un salaire de femme, même si ça tend à se réduire, les écarts sont encore là. Et ça a des répercussions à très long terme, puisque ça a des répercussions, voilà, sur la vie en tant que femme, sur une capacité d'épargne, puisque le reste à vivre, il est plus important pour un homme que pour une femme. Donc un homme va pouvoir investir, une femme beaucoup moins. Et puis après des implications sur la retraite, et cetera, et cetera. Donc le tabou pénalise davantage les femmes. Est-ce que moi, j'ai envie de faire un mini sondage.
dans la salle? Est-ce que vous avez la facilité à négocier votre salaire ou à définir un prix? Celles qui ont de la facilité, elles lèvent le doigt ou la main. Ouais, merci. OK. Ouais. Voilà, on se rend compte quand même que c'est encore un sujet, d'actualité et je suis vraiment contente que Profession Elle, aborde ce sujet, parce que tu parlais tout à l'heure d'éducation, financière. J'aimerais que tu en dises un peu plus là-dessus, tu vois? En quoi c'est un impact important qu'il est important d'aborder ce sujet le plus tôt possible. Bah, on l'aborde pas, enfin, on n'a pas d'éducation, économique et financière. Plus on l'aborde tôt, plus on a conscience, déjà de notre valeur, de la valeur de notre travail, mais aussi de, pourquoi c'est important, d'épargner, des conditions d'épargne, de l'effet à long terme sur, les retraites, sur, un patrimoine, mobilier ou immobilier. Donc cette éducation, elle est fondamentale pour les femmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même que les hommes, entre eux, ils vont se partager des tips, ils vont se partager des idées d'investissement, on va dire des bons plans financiers, alors que les femmes qui n'ont pas cette éducation-là, ne vont pas accéder et avoir ces réseaux-là. Donc il est vraiment très, très important que, les femmes accèdent de plus en plus à cette éducation financière et économique, pour pouvoir, avoir plus tard aussi les mêmes, droits, et continuer à oui, à pouvoir progresser comme on le souhaite dans la société, quoi. OK. Tu parlais d'investissement tout à l'heure. Évidemment, dans cette notion d'investissement, il y a la notion du risque et il y a, on va dire, un certain adage, un préjugé qui dit que les femmes, elles n'aiment pas le risque, donc elles s'investissent pas sur le risque, si on peut dire les choses ainsi. Alors ça, c'est un sujet, chez Vive Média, qu'on a beaucoup abordé et qu'on a vu dans nos baromètres, hein. On est au 4e baromètre, donc on a un petit peu de recul maintenant et il y a cette idée reçue, en effet, Dalila, que les femmes, elles ont une aversion au risque. Et ben, c'est pas vrai et moi, c'est vraiment le message que je souhaite faire passer aujourd'hui. Non, les femmes ne sont pas averses au risque. En revanche, on a une vision un peu plus accrue du risque. C'est-à-dire que, on va étudier. On va étudier davantage, les tenants et aboutissants, d'un investissement, du risque qu'on pourrait prendre, là où, les hommes vont faire, all-in et hop, ils y vont. Nous, on va étudier, mais c'est pas de l'aversion et c'est là où vraiment il faut être, enfin voilà, c'est important pour moi cette terminologie. Les femmes ne sont pas averses au risque et d'ailleurs, quand elles investissent, alors de manière globale, la population, française n'investit pas tant que ça en bourse, hein, les chiffres sont assez faibles. Mais quand les femmes investissent en bourse ou dans d'autres produits d'ailleurs, elles ont des portefeuilles qui surperforment comparés à ceux des hommes. Il y a des études là-dessus, parce que justement, elles ont, étudié, méticuleusement, voilà, le risque qu'elles prenaient. Donc elles sont prudentes, mais elles sont pas averses au risque et ça, c'est vraiment, le message que je veux faire passer aujourd'hui, moi. Je pense que c'est un message qui est très important et qui va être, complété, de manière encore plus précise, avec Khadija, puisque tu es une femme de chiffres, hein, quand même, on doit le dire, Quand hein, même, oui. hein, et puis, tu es spécialisée aussi en gestion de patrimoine. Aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement, ce rapport à l'investissement, Alors effectivement, je suis, experte comptable, donc riche de chiffres. Gestion de patrimoine aussi, donc c'est pour ça en fait je rebondis sur, la notion de contrôle fiscal. On parle dans la gestion de patrimoine, on parle, investissement et on parle surtout optimisation fiscale. Donc quand on parle d'optimisation fiscale, alors que ça soit un homme ou une femme, il y a la notion de contrôle fiscal et du coup, on parle pas d'argent. C'est tabou, on veut pas acheter, la Ferrari parce qu'il faut pas la montrer. On veut pas acheter la grande maison parce qu'il faut pas la montrer, par peur du contrôle fiscal. Dans d'autres cultures, c'est pas du tout la même chose. On veut montrer, en fait, son patrimoine pour ne pas l'avoir. Heu et pour revenir au risque, franchement, c'est super ce que vous faites par rapport au baromètre parce que c'est vrai, en fait, dans la vraie vie, les femmes comme les hommes
ce sont des entrepreneurs. Et entreprendre, c'est vraiment prendre le risque. Donc, qu'on soit une femme ou un homme, c'est risqué. Alors, ce que je remarque, moi, par rapport à l'accompagnement des dirigeants, alors hommes ou femmes, tu disais tout à l'heure, un homme, il peut avoir en fait un coût d'investissement, il va y aller direct, sans alors il va réfléchir, mais pas beaucoup. Alors qu'une femme, elle va prendre le risque, mais elle veut que ça soit un risque maîtrisé. Tu as parlé de la bourse, comme quoi quand c'est un portefeuille géré par des femmes, ça performe. Je peux te confirmer que dans des entreprises, normalement, la durée d'une entreprise, c'est 3 ans. À 5 ans, on voit si elle est rentable vraiment ou pas. Et celles qui sont les plus rentables, performantes, c'est celles qui sont dirigées par des femmes. Alors, l'aversion au risque, je te confirme, elle n'est pas là, mais c'est un risque qui est pris et qui est maîtrisé. Une femme, elle veut avoir beaucoup d'indicateurs, des tableaux de bord, parce que je parle de chiffrage dans une entreprise. Elle veut avoir la quantité, la qualité, les clients satisfaits, etc. C'est des indicateurs pour elle, pour dire, voilà, j'ai investi dans une entreprise, j'ai investi dans ma levée de fonds, où j'ai levé des fonds, etc. Maîtrisé et chiffré et avec une gestion beaucoup plus performante et beaucoup plus prudente qu'un homme. Et ça, je le remarque dans mes accompagnements. Super. Alors, tu parles de gestion. Tu accompagnes les dirigeantes aussi à davantage mieux définir leur prix. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Alors, c'est là où on va rencontrer, ou je vais rencontrer en fait des différences. C'est que, par exemple, un dirigeant homme, il va facilement dire, bah, mon produit, il cartonne, il va cartonner, je veux autant de prix. Pareil pour le salaire. Ah non, moi je veux 5 000, pas plus. Pas moins, pardon. Pas moins. À partir de 5 000, là, j'y vais. Mais il a pas encore commencé. Qui va en fait poser le salaire, il va poser le prix de son produit, de son service. Alors, une dirigeante, hem, elle va plutôt en fait réfléchir: «Non, je vais commencer d'abord par 1 500». Généralement, c'est 1 500, je ne sais pas pourquoi, il y a un chiffre comme ça, 1 500, je ne sais pas. Le Ouais, SMIC, le SMIC peut-être. 1 500, et après je verrai et comment et quoi, qu'est-ce, donc OK. Après, il y a le prix de la valeur qu'on donne. Généralement, alors, le dirigeant, il va, voir le produit et le service. La dirigeante, elle va voir le client, est-ce qu'il est capable de payer ou pas? C'est comme si, en fait, elle va se mettre à côté ou à la place de la personne, du client, pour dire: «Ouais, mais il va pas payer ça. Moi, j'aurais pas payé ça». Non, non, on va se poser et on va savoir, on va se dire: «Ton service à toi, il fait quoi pour ton client?» Tu es consultant, très bien. Ton client, il va arriver avec une problématique, il va sortir avec des solutions. Tu changes quoi dans sa vie? C'est ça la valeur que tu dois donner à laquelle tu dois donner le prix. C'est la valeur perçue par ton client. Qu'est-ce qui il fait que ton client, il va payer un prix, et c'est quoi ta valeur? Vous voyez le système Canva là, avec la proposition de valeur? Que personne en fait dit: Ma proposition de valeur, qu'est-ce que je vais faire?» Et ben, c'est exactement ça, on commence par ça. Quelle proposition de valeur tu fais pour ton service ou pour ton produit? Ton client, il va venir, c'est quel besoin, quelle douleur tu vas soulager, ou problème que tu vas résoudre. Et s'il vient pas chez toi, d'accord, il va aller chez le concurrent, parce qu'après, généralement, oui, mais une telle ou un tel, il fait tel prix. D'accord, c'est un benchmark, c'est très bien, c'est le marché, mais toi, ton service et ton produit, comment tu le valorises? Et c'est ça, en fait, c'est ce travail-là qu'on commence. C'est pareil pour la levée de fonds. Je vais juste Dis-moi. apporter un exemple que j'ai vécu moi-même, hein, puisque je suis aussi dirigeante de la société Kaman. Et donc, évidemment, mon expert comptable, c'est aussi mon ami, c'est Khadija. C'est vrai. C'est vrai, hein, enfin, je vous raconte vraiment, parce que je pense que c'est important d'être dans la sincérité, dans l'authenticité. Et je venais de faire ma première session de formation.
Donc et j'avais rendez-vous donc avec, ma comptable, donc Alexia et c'était complètement inattendu. Le mari de Khadija était là et donc je lui dis: «Bah, écoute Alexia, là, il va falloir que je facture, mais bon, je sais pas combien, tout ça, tatati tatata». Il vient, il me regarde, il me dit: «Eh, tu de la valeur? T'as vu tout ce que t'as fait?» Il dit: «Bah, pose ta valeur et facture». Je l'ai regardé comme ça. Il dit: «Te pose pas de questions, cherche pas à comprendre». Ça a été, je vous le partage, hein, ça a été libérateur pour moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis. Mettez-vous, voilà, dites-vous qu'il y a un homme qui est en face de vous et qui vous dit: «Bon, tu ta valeur, facture-la». C'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Vous avez votre valeur, facturez-la et ça a été un déclic incroyable pour moi. Et je rebondis sur ça parce que la peur, en fait, d'une femme dirigeante par rapport à un homme dirigeant, c'est, bah, le client, il va jamais accepter, j'aurai pas de client. Vous aurez votre client. Si vous mettez, en fait, la valeur à votre service, vous aurez le client et le client qui veut pas payer cette valeur-là, bah, c'est pas votre client. C'est pas le bon client. On a parlé de ce fait de définition de prix. Il y a aussi ce rapport avec notre client, la notion de négociation. Là, on vient de parler de négociation avec son client, mais il y a aussi, parce que la table ronde, elle est aussi orientée pour les salariés. Ben, on fait comment avec notre boss là, hein? C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours évident. Donc comment on fait pour avoir une bonne rémunération? Ah, bah ça, bah pareil. Qu'est-ce que tu apportes à ton entreprise? C'est quoi la valeur? Si t'es pas là, ta tâche, elle est faite comment? Et même quand tu es pas là ou quand tu es là, qu'est-ce que tu apportes à ton entreprise et quelle valeur tu lui donnes? Parce que c'est ça, en fait, que ça soit femme dirigeante ou salariée, tu apportes une valeur. Tu fais pas des tâches, comme ça. C'est quoi qui fait ta différence? Après, tu arrives, chez ton boss et moi, j'ai toujours, en fait, nous avons, le syndrome de la fille, la première de la classe. Je travaille bien, mon boss va le voir. Eh ben non, eh ben non. En fait, mais ça, c'est un cas typique. C'est le mien aussi. J'étais salariée, pareil, avant de reprendre le cabinet où je travaillais. Euh, je travaillais, je dirigeais en fait le cabinet, mais pour moi, je travaillais tellement bien que tout le monde doit le voir. Mais non, mais non. Et en fait, je commençais à valoriser mon travail en le faisant savoir. Donc, il y a le savoir-être, le savoir-faire, le faire savoir, mesdames, c'est la meilleure des choses. Quand on communique sur le savoir-faire ou le faire savoir, ça, votre boss, il ne peut pas être aveugle. Il va être aveugle quand tu ne dis rien, mais quand tu le fais savoir et que toute ton équipe et toute l'entreprise et les clients de l'entreprise, ils le voient, bah, il est forcé à le voir. Donc, quand tu tapes à sa porte et tu lui dis: «Je vaux ça, j'apporte ça». Vous voyez, tel ou tel client, il m'a donné en fait, des témoignages ou les collègues et cetera. Bah, tu le fais savoir et là, il serait, je pense, obligé de te l'accorder, ta négo. Après, il y a des systèmes, il y a, INSAF, Fellaini, ma juste valeur, elle parle très, très bien de ça. Il faut la préparer, votre négo. Elle se prépare. C'est ma valeur, benchmark du marché. Bien sûr, en fait, le boss, c'est un boss, il va te dire: «Oui, mais vos collègues, qu'est-ce qu'ils en pensent?» Bah oui, mais mes collègues, c'est pas moi. Moi, je vous parle de moi. Après, vous parlez avec vos collègues, les collègues à part. Oui, mais le marché ne convient pas. Bah, donc à ce moment-là, bah, j'irai voir ailleurs pour le marché parce que ma valeur sur le marché, elle vaut autant. Et c'est là où le benchmark, il est intéressant. Alors Leïla, tu connais une bonne anecdote, toi, en termes de négociation de salaire. Elle va vous partager aussi ses tips, hein, parce que tu fais pas être la seule. Je vous vois rire À parce que vous toi, savez Leïla. de quoi je vais parler. Effectivement, je suis d'accord avec Khadija, ce que tu dis. On a une valeur. Alors, juste pour être clair, chez AXA, il y a une grille salariale. Pour tout le monde, c'est pareil. Homme, femme, c'est
vraiment affiché. Ça, c'est très bien. Toutes les entreprises vont être amenées à le faire l'année prochaine. C'est dans le projet de loi, donc il n'y a pas de sujet. Donc on a tous le même salaire, hommes-femmes, d'où qu'on vienne, quels que soient les diplômes qu'on a. Mais il y a voilà, un syndrome? augmentation. Non, il y a une augmentation exceptionnelle pour service rendu, on va dire ça, pas à la nation, mais à la boîte. Pour service rendu, en tout cas pour mettre en valeur des personnes qui vont travailler un peu plus, qui vont s'investir un peu plus. C'est des données chiffrées, hein, c'est très factuel, par des résultats. Donc c'est vrai que avec ma collègue Pauline, qui est ici présente, qui a 10 ans de moins que moi, le 10 ans de moins que moi, vous allez comprendre pourquoi. C'est en rapport à ce qu'a dit Laure, qui a 10 ans de moins que moi, on s'est dit, mais pourquoi nous n'avons pas le droit à cette augmentation qui est écrite, hein, noir sur blanc, au vu de nos résultats. Voilà, on monte sur nos grands chevaux, toute seule dans notre bureau, hein, il n'y a personne pour nous écouter. Donc, on en parle. Et puis, Pauline me dit, bah, on va le dire à notre boss. Je fais, non, jamais de la vie. Mais moi, je ne vais pas demander une augmentation de salaire. Le syndrome de l'imposteur, ça s'est vu. J'ai travaillé, c'est factuel. S'il ne me le donne pas à moi, c'est qu'il ne comprend pas ma valeur. Hop, on est un peu comme ça, En conflit, hein. voilà, un peu en conflit intérieur. Et Pauline, ben, elle a osé, elle est partie, elle a toqué à la porte. Toc, toc, toc. Oui. Écoutez, au vu de nos résultats, je vois sur la fiche, hein, c'est écrit tel résultat, augmentation automatique, donc je la demande. Je ne vois pas pourquoi vous ne me l'avez pas donné automatiquement. C'est un très bon boss, hein, il n'y a pas de sujet, mais on est quand même obligé d'aller toquer à une porte, de quémander. Et je trouve que c'est ça, en fait, le plus dur dans notre métier, enfin, De- en tant que femme, pardon, De faire savoir. de faire savoir. Et c'est cette notion par rapport aux 50% d'hommes qui, eux, le font et qu'un tiers des femmes, c'est vraiment en nous. Hein. C'est pas. Enfin voilà, on a été éduqués comme ça. Et donc Pauline est partie, toquer à la porte. Et la petite cerise sur le gâteau, quand je vais vous dire la phrase qui lui a répondu, vous allez tout dire, ah oui, oui, je l'ai déjà entendu. C'est vraiment dommage que tu viennes me la demander, j'allais vous la donner. Effectivement, maintenant que tu me l'as demandé, je vais te la donner et tu vas croire parce que c'est parce que tu me l'as demandé. Et en plus, Et c'est culpabilisant. C'est culpabilisant. Comme ça, tu la redemandes pas la prochaine fois. Exactement. Mais je compte sur vous pour la redemander. Voilà, c'était mon anecdote. Merci Leïla. Là, on a évoqué investissement, on a évoqué négociation. Quand on a la thune, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il faut quand même la sécuriser. Enfin, l'oseille. 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 On est la team oseille power. Mais vous aussi, hein, dès que vous allez sortir de là, après la conférence, vous prenez un engagement avec vous-même. Hein, OK? Vous allez chercher votre oseille. Hein. Et après, vous allez le sécuriser. Et Leïla va vous donner tous les outils et comment on fait pour sécuriser sa thune, son oseille. Exactement. Et c'est exactement ça. Oseille, power. Power par l'oseille. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de violence conjugale, on entend parler d'insécurité. Il faut vous donner le choix. Je dis pas que le problème, c'est que quand on n'a pas cette épargne, quand on n'a pas cette sécurité financière, on n'a pas le choix que de rester et de subir ces violences. C'est hyper important de se dire, rien que pour ça, même si, voilà, j'espère que dans cette salle, il n'y a pas de violence conjugale, mais c'est quand même très important, ça existe. Il faut pas être aveugle à cette problématique. Première chose, il faut savoir que la constitution d'un patrimoine mobilier, c'est-à-dire l'épargne, hein, comme tu disais tout à l'heure, Laure et Khadija, tu en es consciente aussi par rapport aux femmes dirigeantes que tu accompagnes, un patrimoine immobilier chez une femme se constitue beaucoup plus tard, plus tardivement en âge, et on a aussi une masse patrimoniale mobilière moins importante de 30% par rapport aux hommes. On a d'autres préoccupations. Mais c'est légitime, hein. On ne dit pas que on marche sur la tête, etc. C'est légitime. On prépare les études des enfants. On est peut-être plus prudente, c'est vrai, plus prudente. Mais à un moment, il faut aussi se dire, l'éducation financière, ça passe aussi par la pédagogie, par s'auto-éduquer, par aller chercher les informations, par aller chercher du conseil, de bien s'entourer de femmes et d'hommes qui peuvent aussi nous donner des tips. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. On va peut-être le faire mieux, avec moins de pertes. Ça, c'est réel. Donc, il faut y aller sur ce sujet-là, rien que déjà pour se sécuriser. Un divorce, c'est pas forcément qu'à la suite de violences conjugales, mais le choix de pouvoir partir.
et de pas se mettre en insécurité financière, de pouvoir vendre sa maison, de récupérer du cash flow et qui est déjà un patrimoine mobilier dans lequel on va pouvoir l'investir pour pouvoir racheter plus tard. C'est ça, en fait, qu'il faut se dire. Donc là, le but, c'est vraiment de se dire ça. Et pareil pour les femmes dirigeantes. Là, je parle de salariés comme d'entrepreneurs. En tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, il faut savoir que à l'âge de départ à la retraite, la pension des femmes versus les hommes, elle est de moins 30%. Toutes pensions confondues, même avec une réversion suite au décès du conjoint. Mais parce que dans notre vie de femme, on a des cassures, on a des moments où grossesse, reprise de grossesse, pas d'augmentation. Vous voyez, c'est ça aussi, hein. On avait peut-être une ambition, je ne comprends pas à l'heure d'aujourd'hui pourquoi on ne peut pas allier ambition et grossesse et famille. Mais c'est le cas. Enfin, faut pas être aveugle, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le cas. Mais du coup, comment dire? Ça nous freine un peu aussi sur l'avenir, sur la préparation de l'avenir et alors là, je vous en parle même pas à l'heure de départ à la retraite, c'est encore pire. C'est donc en fait double peine. Et c'est pour ça qu'il faut savoir se protéger. Et pour savoir se protéger, c'est absolument bien s'entourer par un expert comptable. C'est hyper important de savoir se rémunérer, pas de rémunération, pas de pension retraite. Savoir épargner, savoir calculer son budget pour pouvoir tirer, même si on a 1500 euros. Même si on a 1500 euros, c'est 10% qu'on doit épargner, 150 euros. Et c'est déjà ça. C'est déjà ça. Exactement. Et donc, il faut être bien entouré parce qu'il y a possibilité de le faire, mais il faut jouer avec les chiffres, il faut calculer tout ça. Savoir s'entourer d'un agent général, de son banquier, de quelqu'un qui va être expert en finance, qui va vous accompagner aussi sur des investissements et qui vont être en rapport avec vos besoins. On peut investir en étant prudent. C'est pas du tout dichotomique. On peut faire les deux. Donc voilà, c'est savoir s'entourer d'un avocat, d'un notaire. Savoir s'entourer aussi d'un notaire, c'est très, très, très important. Et pourquoi pas s'entourer soi-même d'un avocat? Quelquefois, on subit les divorces, on subit les séparations. Et non, il faut arrêter de subir. Voilà. Merci beaucoup, Leïla. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle avant qu'on aborde un petit sujet avant la conclusion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous poser une question? Oui. Alors, il faut qu'on te lance le micro. Merci pour ces témoignages. Ah, vous m'entendez? Oui. Bonjour, merci pour ces témoignages. Moi, je voulais revenir sur la valeur. Je trouve ça super intéressant, sauf que aujourd'hui, moi, je me rends compte que euh, évaluer la valeur, euh, notre valeur, elle est très difficile puisque les salaires qu'on perçoit déjà entre un homme et une femme, déjà, on part pas de la même base pour un poste équivalent. Et au-delà de ça, il y a pas de référentiel. Donc vous avez la chance chez AXA d'avoir un référentiel, mais moi je viens d'un milieu de la grande distribution, il y en a pas du tout, heu, donc dire: «Bah, ouais, je veux une augmentation», mais on part de quoi, Nous, on est au SMIC et ton collègue à côté qui fait le même travail, il gagne 4 000 € de plus et encore c'est tabou donc du coup, tu sais même pas si c'est son vrai salaire ou si c'est celui qui veut bien te le dire parce que, allez, il y a la transparence, mais bon, pas trop. Moi, je peux- Juste cette question-là, et après je te laisserai répondre sur la valeur, parce que je pense que tu seras plus à même de répondre. Mais déjà en 2026, il va y avoir une totale transparence sur les salaires. Bonne nouvelle. Alors moi je dirais, difficile, pas vraiment en fait. La solution, elle est dans ta réponse, si je peux me permettre de je tutoie donc voilà. Heu, la réponse, elle est dans ta question. C'est ton collègue, il gagne plus que toi. La 1re des choses, il me semble que mon collègue, il touche plus que moi. Après, j'allais dire, c'est qu'ils te le disent ou qu'ils te le disent pas, c'est pas un problème. Après, il y a la transparence. Est-ce que je peux savoir les raisons les raisons des écarts? Ça, c'est de une. Si ton boss, il est bien, OK, il va t'accorder au moins l'augmentation pour arriver au niveau de ton collègue. Parce que c'est illégal hein, d'avoir des écarts comme ça. Il faudra vraiment qu'il l'explique. OK? Parce que ça serait discriminatoire. OK? Ça, c'est de une. Au pire, tu as le même salaire que lui. Donc, tu as une augmentation. Ça, la première des choses. La deuxième, la grande distribution. C'est un référentiel. Tu peux très, très bien te mettre dans le marché sans mettre, s'il te plaît, le open to work sur LinkedIn. OK? Tu peux très, très bien aller faire des entretiens.
faire des promesses d'embauche et tu sauras en fait à ce moment-là qu'est-ce que tu vaux. Tu peux faire ton benchmark sans pour autant faire les entretiens. Tu peux, la grande distribution, il y a quand même Leclerc, Auchan, on est bien servi. Donc l'information, tu peux l'avoir. Il y a la PEC aussi. Il y a La la PEC, PEC aussi. par rapport à ta il y a un code ROM par rapport à ton métier, ton emploi. Et avec cette fiche de la PEC liée à ton code ROM, tu as la fourchette basse et la fourchette haute au niveau de la rémunération. Et tu peux l'imprimer avec plusieurs annonces qui annoncent vraiment en fait les fourchettes. Tu te dis, bah voilà, tac, tac, tac. Je fais ça, ça, ça. J'ai accompli ça, ça, ça. Mes tâches sont ça, ça, ça. Mon collègue, on fait le même job et il touche plus. Et sur le marché, il y a ça comme salaire. Qu'est-ce que vous me proposez? Maintenant, en fait, c'est le pouvoir, c'est toi qui dois l'avoir, c'est pas lui. OK? Il y a une question. Bonjour. quoi. En fait, c'est juste pour rebondir sur la question sur les outils de Rému, puisque comme ça fait partie de mon métier, il y a un outil que peu de personnes connaissent, qui est gratuit, qui est disponible, qui est produit par 2 cabinets de recrutement qui s'appellent Hayes et Michael Page, donc H-A-Y-S et Michael Page. Ils publient tous les ans des études de rémunération sectorielle, puisqu'ils sont spécialisés en division par métier, qui est un book hyper bien détaillé de 70 pages avec à la fois un focus sectoriel et ensuite des tableaux de description des rémunérations avec les fourchettes d'expérience en fonction des métiers, des secteurs d'activité et les ventilations région et Paris. Et donc ça, c'est gratuit. Faut taper sur Google études de rémunération AISE 2025, enfin 2024 du coup. Vous envoyez l'adresse mail et puis voilà. Et il y a des pages pour chacune des catégories. Et c'est quand même hyper fiable parce que ils ont une étendue aujourd'hui nationale et internationale. Et enfin voilà. Donc moi, je fais de l'accompagnement en carrière et j'utilise pas mal ça pour mes clients. Et moi, j'ai bossé dans ces cabinets avant et c'est bien. Voilà. Merci beaucoup, Garance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, hop, passe le micro. Parfait. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi, ma question, c'est comment faire savoir? C'est une très Comment bonne faire question. savoir? Bah oui, parce que en tout cas, moi, j'ai vécu une situation où j'étais dans le même bureau avec un collègue homme et donc je voyais très bien comment il travaillait, c'est-à-dire avec beaucoup de perso en même temps que le pro. Mais pourtant, enfin, il faisait savoir vraiment à tout le monde ce qu'il faisait et c'est pas qu'il était une mauvaise personne, je l'aimais bien, mais sauf que, voilà et après il avait une très belle carrière derrière. Et en tout cas, je pense que moi, je c'est difficile d'oser de dire: «Ah tiens, j'ai fait ça», montrer, mettre en avant. Est-ce que vous avez, entre vous 4 des tips de comment oser se mettre en avant en tant que femme et Je montrer ses répondrai après. résultats? Bah, moi, j'ai un cas pratique, c'est le mien. En fait, pendant 2 ans, alors, j'assistais à des événements et cetera pour, développer aussi le portefeuille, du cabinet. Mais j'annonçais pas que j'allais à l'événement untel parce que c'est toujours le soir et puis, voilà. Je revenais au cabinet avec, une liste de prospects, qui me contactent, qui signent avec moi et bien évidemment, en fait, dans le contrat de signature, c'est la signature du big boss et à l'époque, c'était le responsable du site du cabinet et donc moi, j'étais fière, j'étais contente parce qu'il y avait des clients qui venaient pour moi et cetera, ta ta ta. Très bien. 1 an après, j'ai eu ma fille, reprise de grossesse et je fais mes heures et donc 1 mois après, le responsable du site me convoque. Il me dit: «Comment tu vas faire, pour les horaires? Tu fais que 8 heures par jour». Et donc moi je lui dis et là en fait, moi j'ai un système en fait, moi c'est la colère et en fait la colère elle se transforme en un petit peu, je te fonce dedans et bon, je suis marocaine. Donc voilà.
Mais en fait, intelligemment, mais tout au respect, je dis, ben, 2014, donc 2007, donc il n'a pas compris en fait ma phrase. Donc, on est en 2014. 2007, je suis arrivée au cabinet. J'arrive à 8 heures, je pars à 20 heures, j'ai des événements, j'ai des ceci, cela, je ne les compte pas dans mes heures. Et là, aujourd'hui, tu me parles de 8 heures. J'ai dit, d'accord. Alors, tu regardes depuis 2007 jusqu'à 2014, tu calcules les heures sup et tu considères ça comme de la récup. Ça, c'est de une. En fait, c'est venu comme ça, mais parce que c'est voilà, la colère. Et en fait, j'avais compris que le faire savoir. Il le sait que j'arrive à 8 heures et je pars à 20 heures parce qu'il voit les mails, il voit les événements, il voit tout ça. Mais il n'a jamais entendu de ma bouche comme quoi je fais de 8 heures à 20 heures pendant 7 ans et que maintenant tu me parles de 8 heures par jour. Stop. Donc là, je lui dis, bah, tu considères que c'est de la récupération des heures sup et machin. Donc j'ai convoqué au-dessus. Je dis, attends, c'est pas possible. Donc le au-dessus, il savait quoi? Il savait que je faisais que 8 heures. Donc oui, en fait, il m'a dit que tu faisais que 8 heures et tout. J'ai dit, attends, mais par contre, j'ai préparé. J'ai regardé le nombre de clients qui sont venus, le nombre d'événements, le nombre d'heures, etc. J'ai dit, OK, bah, en fait, tu es en train de me... là, je le vous voyez, vous êtes en train de me dire que depuis 2007 jusqu'à 2014, vous ne connaissez absolument rien de ce que je fais au cabinet. À part tu fais que 8 heures. Un mois. OK. Je dis, mais on va faire un deal. Là, j'ai préparé tout un truc, mais ça ne veut rien dire parce qu'en fait, tout ce qui est passé, c'est passé. Mais par contre, je vais vous le donner. J'arrive de telle heure à telle heure, voilà mes heures sup. J'ai tout calculé pendant 7 ans. Je suis allée, voilà. Voilà les clients, etc. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, alors, moi, j'ai un tempérament, je suis très, très gentille, mais quand je suis face à une injustice, je deviens hyper directive et hyper... voilà, d'accord. Donc, je lui dis, bah, écoutez, à ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, tous les clients qui viennent de ma part, je vais co-signer la lettre de mission. Je vais la co-signer. Et vous aurez un compte rendu toutes les semaines, en fin de semaine, de ce que j'ai fait, comment j'ai aidé toute l'équipe, parce que vous avez un responsable, mais sachez que toute l'équipe, c'est moi qui la gère. Lui, il vient, je ne sais pas ce qu'il fait, mais à vous de voir avec lui. Voilà, d'accord? Et donc, en fait, c'est le faire savoir, c'est comme ça. Et à partir de là, effectivement, pendant 2 mois, il a vu que je faisais autant d'heures, que je prenais même pas les 30 minutes d'allaitement, mesdames, OK? Et je faisais rentrer des clients. Le faire savoir. Ça, c'est vraiment mon cas typique. Voilà, j'ai répondu à ta question? Enfin, Moi, Laure je et vais me Leïla? permettre bonjour, j'ai aussi un complément d'information sur ça. J'appelle ça, moi, le reporting naturel et le partage. En fait, le reporting naturel, c'est une façon, en fait, d'aller, très spontanément, sans attendre d'avoir un point avec son chef, mais juste partager régulièrement. Voilà, il y avait une telle problématique, j'ai mis ça en place, on a travaillé là-dessus, les trucs qu'il faut garder et les trucs qu'il faudra améliorer pour la prochaine fois. Et en fait, ça permet, voilà, ça permet de donner une information, de toi un peu de capitaliser et en fait, ça reste de façon très humble au final, de juste dire: «Voilà, j'ai avancé là-dessus, on a un projet, j'ai avancé là-dessus, j'en suis là» et en plus, ça vient un petit peu aussi, cadrer comment dire? Tes entretiens que tu as régulièrement avec, ton boss ou pas, mais au moins ça montre aussi toute l'année l'avancement et ça peut ponctuer ton entraînement, n'importe quoi, ton entretien annuel. Et il y a un deuxième truc, moi, qui a été très bon pour moi, ça a été aussi, le partage. En fait, quand tu captes des trucs, qui sont, problématiques pour ton entreprise ou pour ton équipe ou tes collègues, en fait, si tu dis: «Bah, tiens, là, j'ai peut-être une idée qui peut avancer» ou «J'ai fait un truc là qui m'aide, bah, tiens, je te le partage» et en fait, au fur et à mesure de tous ces petits trucs de partage-là, les gens ils vont dire: «Bah, tiens, bah, oui, c'est Audrey qui m'en a parlé. Bah, Audrey, elle est où? Bah, elle est aux achats. OK. Bah, tiens, on va voir Audrey» et en fait, au bout de quelques années, de quelques mois, tu deviens un peu cette référente et ça se partage, en fait, ça se communique beaucoup dans l'entreprise
Un exemple, moi, j'étais dans le textile et j'entendais beaucoup de gens qui disaient, en fait, je sais pas comment, en fait, on vend des pulls et par contre, personne ne savait comment était tricoté un pull, était produit un pull. Moi, j'allais tout le temps en Bangladesh, Asie, Chine, etc. Et un jour, sur mon voyage, j'ai dit, ok, bah en fait, j'ai demandé à l'usine où j'étais et j'ai pris en vidéo, en fait, toutes les de A à Z comment on produit un pull. Ce pull-là, ce film-là, je l'ai partagé d'abord aux stylistes pour qu'elles comprennent comment faire leur métier. Et c'est devenu viral dans la boîte parce qu'en fait, les nanas en magasin, elles ont voulu le voir. Les gens du marketing, ils ont voulu le voir. Et en fait, ça a vraiment donné quelque chose. Et en fait, c'est juste un film qui m'a pris 4 heures, monter dans l'avion au retour. Et en fait, voilà, tu écoutes en fait les besoins, tu écoutes les autres autour de toi. Et puis spontanément, des petits trucs. Pas forcément monter sur le podium, mais des petits trucs au quotidien. Et honnêtement, ça marche. Merci. Je me... Après, Vas-y. j'ai aussi... déjà, je vous souhaite tous d'avoir une Pauline dans votre équipe. Je plaisante un peu, mais je pense qu'on a tout à apprendre. Moi, j'ai 47 ans, je suis de la vieille école. Mon père, il m'a dit, travaille, t'assures sur ton front, fera que tu seras augmenté. C'est comme ça qu'il a travaillé aussi. Mais à un moment, il faut aussi se dire, c'est intérieur aussi. C'est moi qui arrive pas. Voilà, c'est pas. On peut me donner tous les tips du monde. J'arriverai pas. J'arrive pas à me sortir moi-même. Aller toquer à une porte, je me sens mal à l'aise. J'ai une boule au ventre, etc. Et puis après, ben, communiquer avec des gens. Bon, elle a que 10 ans de moins que moi. C'est pas non plus. Mais les jeunes, on a énormément à apprendre des jeunes. Eux, c'est pas qu'ils osent, en fait. Je pense qu'ils osent. C'est légitime pour eux. Équilibre vie pro, vie perso. Mais où? Moi, j'en ai jamais eu. Qui a une vie équilibre vie pro, vie perso? Mais eux, c'est naturel. Et quand on les écoute, on fait, mais oui, en fait. Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas vu mes enfants aller? Je travaillais dans le retail. Je travaillais du lundi au dimanche. J'ai pas fêté Noël pendant je ne sais combien d'années parce les magasins sont ouverts. Donc, à un moment, et puis c'était normal, j'étais fière. Et puis tout le monde, j'étais référente dans le secteur, j'étais formatrice nationale, et pas payée. Hein. Il ne manquerait plus qu'on me paye. Pas du tout. Référente sur telle marque, j'étais pas payée, mais j'étais fière. Et en fait, j'ai travaillé pour la gloire pendant 20 ans et j'ai pas fait une seule fête de l'école de mes enfants. Une seule. C'était les samedis. Et c'était le premier samedi des soldes. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. J'ai adoré travailler. Ça m'a appris énormément. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les jeunes, on a tout à apprendre d'eux, comme eux, ils ont à apprendre de nous. Et eux, ils osent. Eux, ils osent. Mais du coup, des fois, bah, il faut suivre ce chemin et puis aller toquer. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Laure, tu voulais partager? Oui, je voulais partager. Je rebondis sur, tu dis, les jeunes osent davantage. Dans le baromètre, on le voit bien, et je reboucle avec le tabou. Donc, il y a le tabou de l'argent qui est toujours quand même très présent, mais sur la tranche d'âge 18-25, pas du tout. C'est-à-dire que les jeunes femmes osent complètement parler d'argent. Et donc, c'est quand même de bon augure pour la suite pour nous. Parce qu'en fait, je pense que les jeunes femmes, notamment, vont ouvrir d'autres voies. Et donc, elles osent parler d'argent et elles ont beaucoup plus une appétence plus importante pour l'éducation économique et financière. Donc, enfin, voilà, il y a une différence générationnelle là-dessus qui est chouette. Qui est chouette. Et si je peux rebondir aussi, nous sommes en fait, franchement, le reporting naturel, il est excellent parce que ça permet, en fait, c'est comme un journalier pour nous. Ça nous donne en fait aussi confiance pour aller le partager à d'autres personnes au sein de notre entreprise. Et pourquoi je dis en fait confiance en nous, estimons-nous, etc. Parce qu'en fait, dans l'inconscient en fait collective, on nous a dit à nous les femmes de rester discrètes, de pas parler argent, de pas parler qu'on est essentielle et référente. Et si tu es référente et essentielle, que c'est normal, parce que nous, les femmes, on est faites pour ça. Ça, c'est l'inconscient collectif qui, en fait, qui doit être un petit peu beaucoup changé, travailler sur ça. Le reporting naturel, c'est pour soi, mais aussi, en fait, ça nous donne en fait cet élan de dire, allez, je le partage autour de moi, autour de mon équipe, dans l'entreprise, à mon mari, parce que les maris aussi, tous les âges qu'on fait, l'inconscient collectif dit que c'est normal. Mais non, si tu lui dis pas, bah, c'est normal.
Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est l'inconscient collectif qu'on nous a donné en éducation depuis le départ. Là, c'est en train de se changer, heureusement pour les jeunes. Heureusement, bah, il faut plus d'éducation financière dans ce sens. Et on a gardé, en fait, en quelque sorte, ces croyances limitantes qui nous bloquent jusqu'à maintenant, mais qu'on cherche à travailler. Complètement. Je pense qu'il y a aussi, 2 sujets. Le premier, c'est la façon dont on se parle à soi-même. On l'a évoqué toutes les 3 sur le volet linguistique, «Je vais réclamer de l'argent». Vous réclamez pas déjà, on réclame pas. On m'a dit d'être discrète. Moi, je vais vous dire à l'heure actuelle, en 2025, c'est no way. Ce qui ne se dit pas ne se sait pas et je vais vous inviter toutes à travailler votre légende. Vous avez votre place. Et parfois, quand on veut, aussi trop partager, attention, on s'oublie. Parce qu'il y a en tout cas, sans être généraliste, il y a cette notion, généralement chez les femmes, d'être utile tout le temps, À tout le monde. à tout le monde. Et donc on a un espèce de biais, pardon, un biais un biais dans la famille, si on est l'aîné ou si on nous a introjecté, une posture de, c'est toi qui dois, être là pour la famille et cetera. Et donc en fait, on a développé notre valeur utilité, sans limite. Ce qui fait qu'on reproduit ça. Faut être clair, hein, ce qui est fait en famille, on le reproduit dans le système professionnel. Donc attention à être, trop dans le volet de l'utilité. Bien doser, donc créer sa légende. Ce qui ne se dit pas ne se sait pas et ne ratez aucune occasion de dire ce que vous avez réalisé. Moi, juste, je termine, Garance, et je te donnerai la parole. Voilà, moi, je travaille dans une institution déjà depuis 20 ans. J'étais comme vous, plus discrète, mais hyper travailleuse, et cetera. Et là, il y a pas longtemps, bah, j'ai été vachement surprise par un de mes collègues qui me l'a vraiment faite à l'envers. Je parle de manière très transparente parce que je trouve que c'est dans la transparence que ça touche et c'est la réalité. Il faut pas qu'on se voile la face. On n'est pas là pour se voiler la face. On est là pour dire les choses. Et en fait, je me suis dit: «Ah non Daïla, tu vas pas te faire avoir». Eh bien, on a un super outil qui s'appelle le mail. Vous faites un mail circonstancié parce que lui s'est permis de faire après une discussion téléphonique un vendredi soir à 19h30 que j'ai pris sur ma partie privée. On s'était entendu sur une chose. Il a retourné sa veste un quart d'heure après en envoyant un mail à l'ensemble de la hiérarchie en me mettant en cause, alors que ce n'était pas du tout le sujet. Ça m'a travaillé évidemment tout le week-end, à la veille d'un gros événement. En temps normal, vous savez ce que j'aurais dit? «Oh, c'est pas grave, ça va passer». Et là, j'ai dit: «C'est pas possible». Ben alors, j'ai fait un mail circonstancié et je me suis dit: «Il a mis la terre entière, eh bien, moi aussi, je vais mettre la terre entière». Ouais. Et chose que je n'aurais jamais faite avant, c'est qu'avant, j'aurais pas parlé de mes besoins. Eh ben là, j'ai intégré les besoins. J'ai d'abord évidemment démonté son mauvais argumentaire. Ça, c'était ma priorité. Et dans le deuxième mail, j'ai dit, voilà, je suis à la veille d'un gros événement, j'ai besoin de la concentration. Donc, je laisse à ma hiérarchie à gérer cette problématique, à revenir vers moi, parce que moi, j'ai une concentration à avoir pour le gros événement. C'est ça ma priorité. Donc, je vous demande de ne pas vous oublier. Ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. Garance, Oui, vas-y. en fait, ça rebondit, ça fait le lien avec tout ce que vous avez évoqué et la question aussi sur comment on se met en avant. Et du coup, vous qui faites pour certaines, je le sais, partie de certains réseaux, pour moi, le réseau, le collectif et la sororité, c'est aussi des choses, je pense, et les leviers importants parce que savoir que une telle et une telle ont réussi, ont négocié, voilà, avoir des exemples, alors sans aller sur des rôles modèles nationaux, hein, on a toutes notre rôle Ouais. modèle local, ami, consoeur, qu'on admire, où on se dit: «Voilà, son parcours, il m'inspire, elle l'a fait, je vais le faire» et du coup, ce serait peut-être intéressant que vous puissiez partager sur, voilà, les réseaux et que vous connaissez ou en tout cas qui peuvent aider, qui peuvent aider. Je pense à ça, on est dans un bon endroit pour ça. Bah, je rebondis en fait. Laure, elle a dit tout à l'heure, les hommes, ils partagent leurs tips, leurs bons plans financiers entre eux.
au café, au bar, n'importe. Mais en fait, que les femmes ne font pas généralement. Donc, en fait, c'est ça, les réseaux, alors féminins ou mixtes, peu importe, hein, peu importe, c'est que dans ces réseaux-là, on va croiser les pairs et aussi d'autres dirigeantes ou d'autres salariés, parce que ça existe des réseaux pour des salariés RH, etc. Et donc, c'est à ces moments-là où il y a des partages. Tu disais très bien quelque chose de très important, s'entourez-vous des gens bien. Les rôles modèles, c'est juste à côté de nous. C'est juste à côté de nous. Et c'est mon rôle modèle. C'est mes rôles modèles. Et en fait, ce qu'elles partagent, ça fait écho sur ce qu'on vit et ça donne en fait de l'élan pour... Ben, elle l'a fait, alors que c'est pas un rôle modèle national ou international. Elle l'a fait, donc je peux le faire parce qu'on s'identifie avec les mêmes problématiques chacune. Et moi qui suis journaliste et donc une femme de médias, je vous invite aussi à regarder. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contenu, il y a des podcasts extraordinaires sur l'éducation financière. Il y a aussi Vive Média. Je vous invite à aller regarder le site et regarder toutes les newsletters de Vive qui font et qui donnent plein de tips sur aussi des réseaux, des podcasts, des livres pour s'éduquer financièrement. Il y a beaucoup de choses en accès libre. Sur des bons plans, des tips et des réflexes, des réseaux à rejoindre, etc., etc. On vit quand même à une époque pour ça qui est chouette d'un point de vue diffusion d'informations en masse. Il n'y a pas toujours de choses bien, mais parfois il y a des trucs quand même assez incroyables. Il faut sortir du quotidien. Et juste là, vous avez Little Big Woman, Force Femmes. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire, je vais faire une intervention à Force Femmes dans du mentoring. Je suis salariée, hein, je suis bénévole sur des choses qui me tiennent à cœur. Rien que Force Femmes, par exemple, c'est un collectif qui va vous porter aussi, qui va vous apporter des solutions. Il y a la transformation de l'IA, par exemple. C'est difficile quelquequefois en entreprise de se mettre en adéquation avec ces nouvelles technologies, etc. Il faut trouver des collectifs qui vous correspondent, qui vous plaisent, sur lesquels vous pouvez partager, vous vous sentez à l'aise. Mais il y en a plein. Et peut-être même pas qu'en sororité, hein, même mixte. Hein. Même mixte. Mais rien que là, vous allez à Little Big Woman, c'est des femmes en or. Moi, je terminerai avant de vous remercier, c'est continuer à travailler votre légende. Et avec justement sœurs, hommes aussi. Hein. Moi, je vous partage juste mon tips. En ce moment, mon mentor, c'est qui? C'est mon fils. Et ça fait du bien parce qu'on a transmis. Et là, je suis super contente parce que je reçois et il est derrière. Allez, vas-y, maman, fais ça. Et il n'y a pas longtemps, il m'a dit Power, faut que t'ailles. Alors, je l'ai regardé, je dis non, mais rien que pour lui, franchement, je vais y aller, quoi. Donc, allez-y parce que vous le méritez. Merci, Leïla. Merci, Laure. Merci, ma chère Khadija. Merci, mes chères Merci, Laure et Leïla, de ces partages. J'ai pris plaisir à travailler avec vous sur notre team Oseille et Power. Merci à vous. Oseille Power. Merci, mesdames. Oseille et Power. Oseille et Power.